17h21 minutes. On va du côté du Zoom. On va zoomer notre invité Adam Mongrain, qui est directeur des dossiers en habitation de Vivre en Ville. Comment ça va, Monsieur Mongrain? De mieux en mieux, merci beaucoup. Et vous? Ça va bien, ça va toujours bien pour moi, même quand ça va mal, Monsieur Mongrain. Alors, vous arrivez avec quelque chose, en tout cas, je parle de ce groupe de travail indépendant sur l'habitation et le climat, qui dit une chose, pour résoudre le problème de la crise du logement, faut seulement arrêter de croire que Jean-Ernest et son chien peuvent vivre dans un bungalow et puis ça va être comme ça. Il y a des quartiers, c'est des bungalows et puis que des bungalows. Et à tout le moins, dans d'autres quartiers, si vous avez un 2 étages, pas plus que ça, et etc., etc. Faut apprendre à vivre, augmenter le nombre de personnes dans un coin du pays. C'est la densité qu'on parle à augmenter, c'est ça? Oui, mais pas que. Dans le fond, le groupe de travail Habitation et Climat a décidé de prendre au sérieux la recommandation de la SCHL qui a été publiée au mois de juillet 2022, qui disait que pour rétablir des conditions, disons, normales Mhm. de résidentielle au pays, il faudrait ajouter soudainement, pour que les gens aient des options résidentielles, 5,8 millions d'unités. 5,8 millions de portes, on va dire. Exact. 5,8 millions de portes. Puis, il n'y avait aucune précision dans ce calcul-là sur où on les met. On disait, ben, idéalement, les personnes qui ont besoin de bouger pour des raisons qui leur appartiennent, vous parlez Mm de votre chien, ça peut être parce qu'il y a un nouveau bébé, ça peut être parce que les enfants sont partis, -hmm. parce qu'on s'entend mal avec nos colocs ou on veut former un nouveau ménage. Quand les gens ont besoin de déménager, pour qu'ils soient capables facilement de changer d'endroit, trouver un endroit qui leur convient, on devrait augmenter d'ici 2030 le nombre total d'unités de 5,8 millions de dollars. Pas 5,8 millions de dollars, 5,8 millions de portes, comme vous le dites. Ouais, Euh, c'est possible de mal faire ça. C'est possible possible. d'aller faire ça dans des zones inondables. C'est possible d'aller mettre ces unités-là à côté des forêts qui brûlent de plus en plus. Ouais. C'est possible de le faire d'une façon où les maisons sont impossibles à isoler, à chauffer, à climatiser. C'est possible de le faire dans des mers de béton où, si ce n'est pas la chaleur qui nous tue, ça va être les voitures autour. Donc, le groupe de travail a décidé de conjuguer les crises de l'abordabilité résidentielle et de la crise climatique pour dire les endroits où on devrait concentrer cet ajout de résidence-là, mais c'est des endroits qui sont compatibles avec nos objectifs de lutte au changement climatique et d'adaptation au changement climatique qui ont déjà eu lieu. Et tous les calculs très actuariels de la chose le montrent, ça veut nécessairement dire près des emplois, près des services, près des commerces, aux endroits où on est déjà capable de desservir les besoins de la population. Ouais. Et ça, c'est, en tout cas, moi, je ne sais pas, là, c'est pas pour dire que vous n'avez pas travaillé très fort, mais je vous assure que ça tombe comme sous le sens, comme on dit, hein. Et malgré Euh, tout, Compte et tenu de mal- toutes les contraintes, nouvelles contraintes, hein. Oui, mais malgré tout, ça tombe sous le sens. Puis ce qu'on récolte en ce moment, c'est les conséquences prévisibles de toutes nos orientations en traitement fiscal de l'habitation, en aménagement du territoire, en politique plus large économiquement. C'est, la crise conjointe du climat et de l'habitation qu'on traverse en 2024 aurait pu être prédit avec un degré épeurant de précision il y a 30 ans. Ce qu'on voit en ce moment, c'est l'essoufflement de certains mécanismes qu'on avait pour essayer de protéger un peu la prospérité et la santé résidentielle de la population, mais ça ne pouvait pas marcher jusqu'à l'infini. Et on récolte la tempête en ce moment. Et ce que le document présente, c'est vraiment un appel à baisser les armes. Il y a eu Abaisser les armes, vous dites? Tout à fait, parce que il y a un déficit de collaboration entre nos gouvernements, entre les différentes parties de la société civile, entre les citoyens eux-mêmes. C'est pas consensuel, la sortie de crise. C'est pas tout le monde qui veut la même chose aux mêmes Il n'y a endroits. pas d'acceptabilité sociale, c'est le nouveau terme, hein? Mais, vous savez, l'acceptabilité sociale, ça peut être galvaudé un peu comme terme aussi. On peut, par exemple, avoir des majorités à certains endroits, puis ce que veut la majorité, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est consensuel dans les intérêts de la population en général.
Ce qu'on appelle à faire, c'est construire ensemble un projet social qui mobilise tous les paliers gouvernementaux au service d'un grand défi qui est de rétablir des conditions d'abordabilité pour l'ensemble de la population, donner à tout le monde des vraies options résidentielles d'une manière qui est compatible avec nos objectifs de lutte au changement climatique. Et ce n'est pas fait. Et le problème, c'est que on pourrait dire, exemple, un vieux comme moi, dans une vingtaine d'années, peut-être dans 30 ans, je n'aurais pas à parler de logement. Eh bien, la nouvelle génération qui me remplacerait verrait mon habitat un logement à 50 étages et n'aurait pas de difficulté. Le problème, c'est qu'on n'est pas préparé à ça au moment où on se parle et tout le monde veut rester dans son cocon et dans son habitat naturel. Et puis, très honnêtement, je verrais très mal dans Saint-Hubert, là où j'habite, un logement à 50 étages. Là. Oui, absolument. Mais vous savez, même si nos recommandations étaient suivies à la lettre, on ne raserait pas tout immédiatement pour reconstruire à 50 étages, parce que de toute façon, le métal et le béton n'existent pas en ce moment. Donc, il y a beaucoup de choses qui doivent être mises en place pour réussir à créer un contexte qui est favorable à ça. C'est vrai qu'en ce moment, on est un peu dans un dilemme du prisonnier classique. Ce qu'on propose avec un plan comme le nôtre, c'est qu'au terme de ce grand exercice-là, tout le monde va en avoir un peu plus, surtout au niveau des options, surtout à qu'est-ce qu'on va être en mesure d'envisager pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour nos parents. Mais ça voudrait dire qu'on perdrait notre avantage relatif à, en ce moment, maximiser la valeur de notre acquis. Parce que si on reste dans nos trajectoires actuelles, c'est vrai que ça nous protège dans le moment présent, mais au fur et à mesure qu'on accumule la valeur avec la manière dont on vit, le prix de tout le reste augmente à la même vitesse. Il y a des gens dans les dernières années qui ont vendu leur maison plus cher qu'ils n'auraient jamais pu penser faire de l'argent avec cette même maison, mais ils se retrouvent à rentrer dans un marché où les prix ont augmenté à la même vitesse. Absolument. Donc, la valeur de ce qu'on a est en recul. Vous êtes vivre en ville. Est-ce que ce que nous sommes en train de dire, de prédire et de préparer pour l'avenir, c'est déjà arrivé en Europe, entre autres en France? Quand on regarde la façon de vivre en France, c'est en hauteur qu'on vit là-bas. Quand on regarde la façon d'aménager sa voiture, de chercher une voiture, c'est des petites voitures longues comme un doigt, alors que nous sommes encore en Amérique avec des bagnoles et des bungalows et tout ça. Il va falloir qu'on apprenne, qu'on arrive en ville, justement, n'est-ce Oui, pas? absolument. Absolument. Puis en même temps, le langage de notre proposition, ce n'est pas le langage de la privation, ce n'est pas le langage du moins parce que je ne suis pas en mesure de regarder la population du Québec, de Montréal et d'ailleurs dans les yeux et leur dire on va vous priver de votre qualité de vie. Notre plan pour vous, c'est de vous contraindre à vivre avec moins. C'est d'aucun intérêt pour la population. Ce n'est pas un message qui me parle à moi non plus. Étant un des auteurs du rapport, il faut concevoir la réorganisation de l'espace qu'on a autour de nous comme un gain. Faut qu'on se dise que nos enfants vont pouvoir rester facilement à côté de nous et on va pouvoir voir les petits-enfants, nos enfants vont pouvoir marcher à l'école, on va avoir plus de facilité à se rendre où on doit aller, ça va prendre moins de temps. C'est toutes des choses qui améliorent notre expérience au quotidien. Mais c'est vrai que ça passe par des plus petites surfaces et une réorganisation de l'espace. Réapprendre à réorganiser, si on veut, la vie en société, parce que ça va être une nouvelle société. Vivre en ville, c'est ce que ça voudra dire, qu'on vive tous l'un à côté de l'autre, n'est-ce pas? Plus de gens ensemble. Et puis, l'autre chose que vous n'avez pas vue, que vous n'avez pas dit, ça chasse aussi le fait d'être seul, n'est-ce pas? La solitude, on est tous presque dans le même appartement ou en tout cas proches, un voisin, voisine. Merci beaucoup, mon cher Adam Mongrain, qui est directeur des dossiers en habitation de Vivre en ville. Merci. Merci pour votre temps. Merci, au revoir. Au revoir.